RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique, bienvenue à vous. Ensemble avec Frédéric Rivière, bonsoir. Bonsoir. Frédéric. Nous recevons dans la seconde partie de cette émission Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Mais notre premier invité est ce soir, dans cette première partie, Pouria Amirchahi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ancien député socialiste des Français de l'étranger, ancien frondeur, l'un des premiers d'ailleurs. Vous avez quitté le PS. Aujourd'hui, la politique, pour vous, c'est loin. Enfin, un peu plus loin. On va dire que vous n'êtes plus un acteur politique, mais en tout cas un observateur, puisque vous avez rejoint la revue Politis. Alors, L'hebdomadaire. Pardon ? L'hebdo. Absolument. Politis. L'hebdo Politis. Avant de parler avec vous de politique française, nous allons parler de l'Iran, puisque c'est votre pays d'origine, vous y êtes né et vous y avez vécu dans votre jeunesse. Alors le mouvement de protestation qui a éclaté au mois de décembre est en train de s'essouffler. Déjà, j'aimerais savoir comment vous analysez cette crise. Certains disent, dans le fond, qu'elle est plus économique que politique. Comment regardez-vous votre pays d'origine ? Bon, d'abord, toujours avec intérêt, parce que c'est mon pays d'origine, mais aussi parce que c'est un pays qui compte dans la géopolitique du moment. Et pas que dans la région. C'est un pays qui est fascinant, parce qu'il a une histoire pluriséculaire, parce qu'il a une tradition d'État que n'ont pas les pays alentours, et parce qu'il y a une société civile bouillonnante avec un haut niveau d'éducation. Ce qui change beaucoup de choses par rapport à beaucoup de pays. Mais beaucoup de chômage, région. par exemple, pour les jeunes. Bien sûr. 30 à 50%. Comme par ailleurs, malheureusement, beaucoup de pays dans le monde entier. Donc, c'est un pays qui est traversé de contradictions. Une des contradictions, elle se voit tout de suite là, économiquement, pour répondre à votre question, puisque la levée des sanctions, même progressives, engagées timidement après l'accord sur le nucléaire, n'a pas pour le moment eu les effets escomptés dans la population iranienne. Et en tout cas, les impatiences se font toujours plus grandes. La vie est chère, des informations que nous avons tous. Elle augmente très vite, y compris pour les biens de première nécessité, les biens de consommation. Et la trouille du régime, c'est que ces mouvements de contestation sociale, économique, qui ne sont pas nouveaux. En Iran, il y a régulièrement des grèves dans les transports ou dans des grands secteurs industriels qui sont encore forts, que cette contestation sociale rejoigne la contestation de la jeunesse et des intellectuels en général, qui sont plus dans un mouvement d'émancipation politique par rapport à la théocratie. Ouais. Et c'est cette jonction qu'ils veulent à tout prix éviter, d'où la répression très forte dès le départ et la tentative de tuer dans l'œuf toute tentative d'éclosion de ce mouvement. Mais pour vous, aujourd'hui, les racines du mouvement social, elles sont plus précisément dans ces difficultés économiques ou dans la pression religieuse dont veulent s'émanciper, en particulier les jeunes ? Alors, je ne veux pas faire une réponse bateau, mais vraiment, je crois que c'est les deux en même temps. Parce que, d'abord, la nouvelle génération, y compris de gens qui... Il y a eu, par exemple, cette image que vous avez vue de cette jeune femme qui brandit son voile en haut d'un bâton, qui est une image assez emblématique. Ça, c'était très fort comme signal, non ? Oui, alors, qui n'est par ailleurs pas une image propre à ce mouvement-là, mais qui a été utilisée par certains. Mais oui, il y a une envie de ne plus être gouverné par la religion, pour une bonne partie. Donc une révolution à l'envers. Il pourrait y avoir. Oui, c'est pas étonnant pour une génération qui est née après la Révolution, mais qui en même temps, vous l'avez vu, a compris, quand on a goûté au bâton, ce qui est arrivé en 2009 lors de la dernière grande révolte. À l'époque d'Ahmadinejad. Exactement, qu'on appelait le mouvement vert, la répression était sanglante, a été très dure. Donc cette fois-ci, les mots d'ordre ont été un peu biaisés, c'est-à-dire que ce n'était pas une attaque frontale contre le régime, mais une demande de prise en compte du niveau de vie, des revendications économiques et sociales. Mais il n'empêche qu'au fond, l'impopularité des dirigeants est grande, que l'envie de liberté est forte et que les moyens d'expression de cette liberté sont de plus en plus nombreux. Pas simplement à travers les réseaux sociaux, mais dans le monde de l'art, on le voit dans le cinéma. La France est un des pays qui soutient le plus le cinéma d'auteur iranien, qui est un des véhicules de la contestation, ne serait-ce qu'esthétique, des formes de pouvoir actuelles en Iran. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui en Iran ? Est-ce que le pays est à un carrefour de son histoire ?
Oui, et il peut arriver des choses tant de l'intérieur, bouleversement interne du régime. On ne sait pas ce que va devenir Rouhani, qui est menacé des deux côtés pour le moment, puisque la légitimité dont il procède, qui est réelle, populaire, après un vote, s'affaiblit parce que l'impatience est grande, tandis que les mollahs et les tenants du Les régime, gardiens de la Révolution, les c'est eux gardiens de la qui- voilà, Révolution c'est eux qui- sont très c'est eux qui durs ont la et- main, ouais. exactement, ne veulent rien lâcher. Mais il y a l'extérieur aussi. Ce qu'est en train de faire aujourd'hui Donald Trump d'une part et le prince héritier en Arabie Saoudite d'autre part, dans une alliance quasi explicite avec Israël enfin, ce trio israélien, saoudien et américain peut avoir des conséquences très graves s'il n'y a pas des stratégies d'empêchement d'une conflictualité directe et ouverte avec l'Iran que cherchent manifestement les trois pays en question, c'est-à-dire Israël, pour les raisons que l'on sait. Israël a peur du poids grandissant de l'Iran. Les Saoudiens, pour les raisons d'espace géopolitique et de contestation du poids iranien, qui est aussi de plus en plus important, et les États-Unis pour des raisons encore plus complexes que cela. Et il faut sans doute d'ailleurs que la France et d'autres pays qui ont encore voix au chapitre, notamment à l'ONU, puissent empêcher une stratégie de déstabilisation de l'Iran et de la sous-région. Mais c'est un Il ne piège. peut pas y parce avoir que d'équilibre régional sans un Iran fort? je ne crois pas. Et ce que cherche en tout cas Trump, c'est comme ce qu'avaient fait d'une certaine façon ses prédécesseurs, notamment les Bush, c'est une déstabilisation, car pour aller vite, on règne mieux en divisant. C'est une région qui est encore riche de ses sous-sols, qui est encore riche Du pétrole, la manne pétrolière, la rente pétrolière, Et du qui va gaz. dans les poches quand même de l'élite, bien sûr. au détriment de la population. Bien sûr, la corruption est La très, corruption. très forte. C'est ça qui est intéressant dans la question iranienne, c'est qu'on veut à la fois que le régime change, et c'est, je crois, une aspiration profonde de la population, et en même temps, c'est pas qu'on veut une stabilité, c'est qu'on ne veut pas de guerre, et qu'on ne veut pas, en tout cas, que des conflits de ce type servent en vérité les intérêts de courte vue, en particulier des Saoudiens aujourd'hui. Mais il faudrait pour ça une De grande... toute façon, la guerre entre chiites et sunnites est... Je crois que c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est un peu un résumé, à mon avis, simpliste. Mhm. En vérité, pourquoi les Saoudiens étaient vraiment opposés à la levée des sanctions? Parce que ça veut dire qu'ils ont un concurrent commercial. C'est-à-dire que c'est une puissance commerciale qui s'affirme dans la région. Or, pour le moment, le commerce est tenu, hormis le Liban, qui est particulier pour plein de raisons, par les Israéliens, les Saoudiens, qui sont stables. Donc, il y a là une concurrence économique rude. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension chiite, entre guillemets, dans la géopolitique. Et il ne faut pas nier que l'Iran, aujourd'hui, avec la Syrie, avec le Hezbollah au Liban, joue aussi un jeu très dangereux. Défendant certes peut-être ses intérêts, mais sans doute pas les intérêts des populations dans lesquelles il agit par milices interposées. Donc tout ça est complexe. Mais le pire en politique, c'est le contraire en politique étrangère, c'est de piétiner la diplomatie par des conflictualités ouvertes. Mais là, on est dans un moment de grande fragilité de l'Iran. Et je pense que les Iraniens auront beaucoup à dire, que ce soit ses dirigeants dans la subtilité diplomatique qu'on leur connaît, mais aussi le peuple dans sa capacité à faire reculer le régime sur ses fondamentaux. C'est ça le plus important. Pour revenir d'un mot sur les événements de ces derniers jours, et peut-être pour clore le chapitre, le pouvoir apparemment aujourd'hui est divisé sur la réponse judiciaire qu'il doit apporter aux événements. Il y a eu quand même 1000 arrestations. Que doit-il faire selon vous? Est-ce qu'une réponse judiciaire trop ferme pourrait relancer la mobilisation En tout cas, qui s'essouffle, hein, on l'a dit. Oui, en tout cas, le durcissement du régime, en tout cas de son aile la plus dure, n'aura pour ses conséquences qu'un accroissement du fossé qui sépare l'opinion, donc le peuple iranien, de l'élite et du régime. La question, c'est à quel moment ce peuple et cette opinion se retournera contre le régime. On n'en sait rien. L'idée qu'ont les plus durs, c'est de gouverner par la peur. Mais la peur ne tient jamais longtemps quand une génération, de façon... Et elle peut changer de camp. Oui, voilà, et de façon inexorable, visiblement. Alors, vous parliez Inéluctable, pardon. de politique étrangère. On va parler cette fois de politique. Vous avez donc abandonné la politique il y a un an, enfin en 2016, même un peu plus. Pourquoi ? D'abord parce qu'on ne peut pas vivre, selon moi, de la politique. J'ai été pendant 5 ans député et avant j'avais d'autres métiers, dans le travail social, dans la culture, la bande dessinée à Angoulême par exemple, ou dans l'économie sociale et solidaire, dans le développement durable aussi. Bref, je voulais renouer avec le fil d'une activité personnelle. Ça, c'est un choix personnel de vie. Ouais. Mais je reste profondément engagé, je suis un citoyen concerné. Et j'ai longtemps été militant. D'une certaine façon, je vais rester engagé. Mais le monde des partis me fatiguait. Les discours tout faits, pour la langue de bois, pour aller vite, hein, les éléments de langage, comme on dit. C'est vous les responsables.
Les politiques de cette langue de bois. Personne ne vous force à en faire. Non, moi je ne crois pas en avoir fait. En tout cas, peut-être que j'ai été victime moi-même de Quand ce que je dis dénonce vous, là. Pas vous, Non, mais comment dire, il y avait besoin de prendre, pour moi en tout cas, un peu de recul par rapport à ce que signifiait l'engagement politique, l'action politique, dans le rythme effréné d'une actualité qui noyait un peu les points de vue, noyait un peu le sens d'une action longue. Quand on fait de la politique, c'est pour le bien commun, en tout cas c'est mon opinion. La démocratie, c'est un peu la dispute organisée. Bon, la dispute était de moins en moins organisée, on n'y voyait pas clair. Surtout au Parti socialiste. Moi, partout, au Parti socialiste comme partout. Mais disons que je ne me retrouvais plus dans un rythme d'engagement, mais je ne me retrouvais pas non plus dans les fondamentaux du Parti socialiste. C'était aussi une des raisons de ma rupture. Quand vous êtes parti en mars 2016, vous aviez dit « Je quitte le PS et le monde des partis en général, rhizome d'un système institutionnel ». Alors, rhizomes, ce sont des racines, j'ai regardé. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est plein de ressources, les rhizomes. Oui. Ça se ramifie, de nouvelles plantes, de nouvelles végétations peuvent en sortir. Donc, il y a peut-être encore de l'espoir. Rhizome, disiez-vous, donc d'un système institutionnel à bout de souffle. Ils sont devenus des machines électorales sans grande conviction, sans promesse d'avenir heureux pour le pays. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas finalement prouvé le contraire, qu'on pouvait encore emmener du monde, partager, alors le mot rêve est peut-être un peu fort, mais enfin quelque chose qui ressemble à ça. Bon, en tout cas, dans une campagne électorale, il y a toujours une part de rêve, et sans aucun doute, Emmanuel Macron a incarné à un moment donné cette possibilité de renouveau. Et ce qui était à l'ordre du jour à l'époque, le dégagisme que Mélenchon avait théorisé, d'une certaine façon, c'est Macron lui-même qui l'a inspiré. Ouais. Mais... Et je pense que l'espoir n'est jamais perdu. Moi, je n'ai pas perdu définitivement. Je ne veux pas d'ailleurs délivrer de messages pessimistes. Je dis juste que, au contraire même, je pense qu'il faut s'engager, il faut croire. Voilà, il faut croire dans toutes les possibilités heureuses que nous offrent aujourd'hui les savoirs, les connaissances, les techniques, pour tendre vers le bien commun, au moment où tout est possible, le meilleur, mais aussi à l'heure des dangers. On évoquait des problèmes géopolitiques, mais voilà, on voit la crise environnementale, on voit la raréfaction de nos ressources naturelles, on voit des dangers graves, des crises qui se profilent devant nous, que nous traversons, et la politique doit y répondre, et c'est ce qui doit en faire la grandeur. Donc, est-ce que c'est pas ce qu'Emmanuel Macron fait en ce moment, c'est-à-dire qu'il s'attaque aux sujets qui, on va dire, ont plombé la France depuis des années. L'immobilisme politique, économique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, il prend quand même la part de cette part-là? Alors, moi, je veux bien reconnaître des qualités à Emmanuel Macron, dont je ne partage pas toutes les thèses, loin de là, mais je me méfie aussi de cette idée qu'on lutte contre l'immobilisme parce qu'on bouge tout le temps. Sarkozy avait déjà fait ça. Il a eu la crise. Peut-être, mais c'est pas parce qu'il bouge beaucoup, et il bouge beaucoup, il a l'âge pour lui, il est sans doute talentueux, il est énergique. Mais pour le moment, ce que, en tout cas moi j'attends d'un président de la République, c'est qu'il réponde aux grands défis que sont les inégalités dans notre pays. Pour l'instant, ses choix fiscaux ne sont pas en mesure d'y répondre, selon moi. Ouais. Qu'ils sont en situation de proposer un autre chemin pour une Europe malmenée, en crise, qui doute d'elle-même. De ce point de vue, il est en train d'occuper un espace, incontestablement. Et sur le reste, il est dans les habits de la Ve République. Je reviens à la question de Frédéric Rivière tout à l'heure, c'est-à-dire du président qui décide de tout, qui s'installe dans cette verticalité du pouvoir et qui épuise le système démocratique français, qui épuise la démocratie française. La démocratie française... Mais en quoi il l'épuise? Parce qu'il a été élu démocratiquement. On entend ça souvent, cet argument qu'il n'a pas... En quoi il ne serait pas démocratique? C'est pas lui plus qu'un autre. Alors à ce moment-là, ce sont les institutions qui ne vont pas. Exactement. Alors, quand on prend c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, sauf qu'on peut aussi on peut avoir l'audace de vouloir mettre de l'air frais dans la démocratie française. C'est quoi concrètement, au-delà de la formule? S'appuyer sur les ressources vives du pays. Vous avez de nombreuses associations, de nombreuses ONG, de nombreuses entreprises qui innovent, qui déposent des brevets, etc., sur lesquelles il faut s'appuyer pour que la société française construise ses réponses positives de demain. Ça vaut dans la science, ça vaut dans la culture aussi. Pour le moment, nous avons toujours un système très français, très vertical, que ne renieraient ni De Gaulle et pour cause, ni Bonaparte et ni d'autres, qui consiste à tout faire converger vers l'omnipotent. Ça me pose un problème car je considère que la société française est beaucoup plus adulte que cela. Et donc sans remettre simplement à un homme providentiel, un homme ou une femme, en l'occurrence un homme tous les 5 ans, est à mon avis dramatiquement infantilisant. Ça ne veut pas dire
que Emmanuel Macron est stupide. Il sait ce qu'il fait. Il a sans doute des cultures, des valeurs. Bon. Mais voyez-vous, même là-dessus... La vertu de ce système, c'est la stabilité politique aussi. Pour l'instant, le système n'était pas si stable que ça, en fait, quand on regarde. Ou alors, je veux dire par là que il est stable dans la mesure où les gouvernements se suivent et se ressemblaient plus ou moins. En ce sens-là, il est stable. Mais on n'a pas le sentiment de s'engager vers des grandes ambitions en termes de transformation démocratique du pays, qui se passent d'un quinquennat à l'autre et qui se poursuivent ou qui s'approfondissent. Je vous donne un exemple sur le rapport à la politique. Sans doute Emmanuel Macron a-t-il... On parle du PS aussi. Oui, mais on peut. Oui. Emmanuel Macron, il avait un côté très libéral économiquement, que je récuse, en tout cas que je n'apprécie pas. On ne croit pas qu'on améliore qu'on réduit les inégalités en étant plus favorable à ceux qui ont déjà beaucoup. Bon, mais il l'avait annoncé. En revanche, il y a des sujets sur lesquels il renoue avec la vieille politique, c'est-à-dire on prend des engagements et on leur tourne le dos, qui sont dramatiques pour la démocratie, dans un autre domaine qui était celui, dans le rapport aux immigrés, dans le rapport à la laïcité, dans le rapport aux migrants, à des sujets de société, dits de société, sur lesquels il n'était pas dans l'hystérie que ses prédécesseurs, je pense à Manuel Valls en particulier, avaient pu cultiver. Et là, sur ces sujets, il revient un peu en arrière et il commence à épouser lui-même, à travers Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, des habits de dureté qui n'étaient pas du tout de l'ordre du discours qu'il avait pendant la présidentielle. Alors nous aussi, on va vous ramener un peu en arrière, au PS. Vous gardez un œil sur ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Ça vous intéresse, la reconstruction? Vous avez l'impression que c'est en marche? Non. Enfin, en marche, oui, bien sûr. J'ai compris. En route, allez. Non, je pense que le Parti socialiste, comme d'autres, c'est pas le seul, a des lourdeurs de pensée d'abord. Je ne sais pas ce que pense le Parti socialiste du monde qui l'entoure, c'est quand même un problème pour un parti, de fonctionnement. Mais il est là. Il existe, après une terrible défaite, il y a encore un appareil, comme on dit, des femmes et des hommes qui ont décidé d'y rester. Ces hommes et ces femmes ne vont pas disparaître du jour au lendemain, donc ils vont contribuer. À quelle échelle, je ne sais pas. Les partis sont résilients comme les êtres humains, dans le fond. Est-ce que mais ils ne sont pas immortels. Alors on peut toujours Comme les êtres humains aussi. Oui, c'est ça. On peut toujours... comme le Parti radical, survivre encore un siècle après. Mais enfin, on peut aussi rester très petit pendant très longtemps. C'est ce qui peut arriver au PS. Ça dépend de sa capacité à s'inscrire dans la modernité du temps, comprendre sa société et ne pas considérer que le parti, lui, sait exactement ce qu'il faut. D'ailleurs, il a fait la démonstration qu'il n'était visiblement pas en mesure de gouverner très longtemps. En tout cas, les gens n'en ont pas Manuel voulu. Valls parlait de ces deux gauches irréconciliables, selon son terme. Vous dites qu'il faut que la grande séparation entre sociodémocrates et sociolibéraux aille à son terme. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça qui se scindent. Oui, mais si par exemple, il y a Stéphane Le Foll qui est donc candidat pour reprendre la tête du PS. Vous le mettez dans la case social-libérale, j'imagine, puisqu'il était auprès de François Hollande. Oui. Donc, il y a Emmanuel Morel, qui est un de vos amis, avec qui vous avez frondé. Bon, lui, vous le mettez dans l'autre case, alors. Oui. Bon. Alors, donc, chacun chez soi, c'est-à-dire comment ça se passe, quoi. Eh ben, ça participe, et d'ailleurs c'est pour ça que je crois que le Parti socialiste va avoir un problème longtemps, aussi longtemps que durera cette confusion. Vous soulevez du doigt le problème principal. Et très vieux du Parti socialiste. Oui, mais sauf que très ancien. On peut rassembler, réunir des courants de pensée différents, dès lors que sur l'essentiel, une méthode de transformation, les objectifs de transformation de la société et les moyens de cette transformation sont acceptés par toutes et tous. Bon. Lorsque vous n'êtes plus d'accord sur la laïcité, lorsque vous n'êtes plus d'accord sur les choix économiques, lorsque vous n'êtes plus d'accord sur le rapport à la sécurité, lorsque vous n'êtes plus d'accord totalement sur les choix de politique étrangère, objectivement, autant se replier, prendre le temps de développer auprès de l'opinion en direct, directement, ces idées, les tester, les sonder médiatiquement ou lors des élections, et viendra le moment où de nouvelles synthèses politiques se formuleront. Mais là, on n'en sort pas des synthèses du Parti socialiste. Ça fait 60 ans que ça dure. Oui, je viens de vous dire qu'il faut justement arrêter de faire des fausses synthèses pour faire semblant d'être tous ensemble, prendre le temps d'assumer des divergences. Après tout, la démocratie est faite de débats, de différences. Donc assumons ces différences plutôt que de faire semblant d'être d'accord. Mais moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux qu'il peut arriver, et à Emmanuel Morel, que j'apprécie beaucoup en effet, et à Stéphane Le Foll, que je connais bien. Mais
Faire semblant d'être d'accord juste pour sauver comme ça un appareil, au nom de son histoire, n'a pas beaucoup de sens, à mon avis. L'histoire, En tout cas, ça ne répond pas à la modernité des temps qui viennent et aux attentes de la population française. Voilà, et c'est la fin de cette Déjà. première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans un instant avec Nicolas Dupont-Aignan. Et juste après, un point d'actualité. À tout de suite. Merci à vous. C'est moi.